Merci. Nous allons pouvoir, vous l'avez vu dans l'invitation, la cousine de Sapin 2, on a souhaité faire ce point parce que pas mal d'entre vous souhaitent avoir de l'information légale sur ce devoir de vigilance. Cette session va durer à peu près une quarantaine de minutes. Je vous invite à vous poser vos questions dans le chat. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin de webinaire. Et ce webinaire fait partie du programme que nous avons entamé en octobre 2018, où nous animons à la fréquence d'un webinaire par mois sur le sujet de la compliance. On a fait Sapin 2, on a fait le score. La semaine prochaine, on parlera de la cartographie et donc aujourd'hui du devoir de vigilance. Vous le voyez à l'écran. Vous le voyez à l'écran. Si, normalement, le son, il passe bien. Si. On me disait que... Hein, test audio, OK. Apparemment, vous entendez bien. Non, c'est pas bon, ça. Apparemment, vous entendez bien. Est-ce que quelqu'un... Oui, OK, parfait. Non, ça passe bien. Ça passe bien. Oui, c'est bon. Donc, voilà. On va se mettre en route ce matin. Bon, c'est comme ça. Donc, associé avec le cabinet de Gaulle Florence, avec Mathieu Darry, on a animé il y a quelques mois maintenant, Mathieu, hein, fin d'année, pardon, deux derniers. Sur Sapin 2, vous étiez très nombreux. Donc là, bien sûr, hein, avec Mathieu, on va aborder le devoir de vigilance. L'agenda, on va bien sûr rappeler le devoir de vigilance, hein, appeler aussi le Potier, hein, ce parlementaire français qui a proposé cette loi. Avec Damien, on verra bien sûr les points qui sont les sanctions, la photographie à mettre en place. On verra qu'elle est un petit peu différente de celle de Sapin 2. Et puis, bien sûr, comment identifier les risques RSE, la responsabilité sociale des entreprises, votre responsabilité et comment vous allez mettre en place tout ça et évidemment en lien avec vos fournisseurs essentiellement. Dernier point, si on a le temps, on verra comment vous pouvez mettre ça en place avec quelques écrans de solutions, mais l'objectif n'est pas là, on est vraiment sur un angle pédagogique. Alors, ce devoir de vigilance, cette loi Potier, vigilance sur votre chaîne d'approvisionnement. Vous le savez, ce texte a été élaboré en réponse à différents scandales qui ont apparu ces dernières années, notamment la catastrophe d'avril 2013 au Bangladesh, où un immeuble, le Rana Plaza, s'est effondré avec plus de 1000 personnes qui y sont décédées. Il y a eu un impact sur les commettants de cette entreprise, puisque évidemment, au-delà des impacts de production, il y a eu un impact d'éthique sur comment étaient choisis les fournisseurs. Plus récemment, quelques affaires sur le travail forcé sur les chantiers de la Coupe du Monde de football au Qatar. Et donc, d'autres événements peut-être moins communiqués, moins impactants. Mais ces événements ont poussé, bien sûr, nos législateurs à mettre en place le devoir de vigilance et via le parlementaire Potier. Il y a aussi d'autres cas que j'ai regardés en préparant ce webinaire, notamment des groupes industriels qui rejettent leurs déchets de production dans les rivières, par exemple. Voilà quelques exemples qui vont imposer donc un devoir de vigilance vers les tiers fournisseurs avec une différence par rapport à Sapin 2, puis on va donc voir cela avec Mathieu ce matin. Mathieu, je vous laisse la parole, une partie donc les fondamentaux, la loi, les sanctions, les différents items, les différentes listes à regarder, puis cette fameuse cartographie
un petit peu différentes. Oui, donc oui, pour évoquer un peu les pistes de réflexion dans les mesures qui sont à mettre en place. Donc effectivement, au-delà des catastrophes qu'a évoqué Laurent, on avait déjà un certain nombre de corps de règles au niveau international. On pense notamment à des règles qui ont été émises par l'OCDE, pardon, ou l'Organisation internationale du travail ou les Nations Unies. Donc chacun dans des domaines qui étaient relatifs aux droits de l'homme, aux droits du travail ou à la sécurité et à la santé des personnes, mais aucune de ces règles n'avait de valeur contraignante. Donc, les parlementaires français ont voulu porter cette proposition de loi pour des raisons humanistes, dans la tradition des droits de l'homme en France, et c'est dans ce cadre-là que la loi a été adoptée. Donc, comme vous le voyez, cette loi, elle est applicable. Et donc, l'imposition d'avoir un plan de vigilance, c'est applicable aux entreprises qui ont au moins 5000 salariés en leur sein et dans les filiales directes ou indirectes, dont le siège social est en France, ou celles qui ont au moins 10 000 salariés en leur sein et dans des filiales, cette fois en France et à l'étranger. Donc, ça pose une première question d'interprétation qui était de se dire est-ce que on avait une loi qui avait une visée extraterritoriale et que on entendait aussi viser des entreprises dont le siège social était à l'étranger. Quand on regarde les travaux parlementaires, ce n'est pas le but de la loi et donc ça ne va s'appliquer que aux entreprises dont le siège social est en France et qui ont des filiales potentiellement à l'étranger. Il n'empêche qu'il y a des entreprises étrangères qui ont des filiales ou une filiale en France et qui, la filiale en elle seule, dépasse les seuils. Donc déjà, ce premier champ d'application a posé de nombreuses difficultés lors de l'adoption, puisqu'on a vu une certaine inégalité en matière de concurrence avec des sociétés internationales qui, elles, n'auraient pas de telles contraintes. Et on le verra, le plan de vigilance est quand même assez contraignant dans sa mise en place. Alors, la question qui se pose assez rapidement, c'est de savoir combien d'entreprises sont en fait visées par le champ d'application de cette loi. Lors des débats parlementaires, certains députés avaient indiqué qu'on estimait entre 250 et 300 entreprises qui seraient concernées. Il n'y a aucune administration des entreprises qui sont effectivement visées, ce qui est d'ailleurs demandé pourtant par les associations vérifiées conformées. En réalité, le nombre d'entreprises serait plutôt de l'ordre de 250 et pas celui qui avait été annoncé lors des débats. Et selon une étude réalisée par EY en fin d'année dernière, il y aurait moins de la moitié au 31 décembre 2018 qui aurait déjà mis en place ce plan de vigilance. Alors, si on regarde le contenu un petit peu de ce plan de vigilance, donc il est composé de 5 mesures. On reprend une méthode assez classique dans les différents sujets de compliance, que ce soit l'anticorruption, le RGPD et autres. Donc on commence toujours par une cartographie des risques. On verra ensuite le type de méthodologie qui peut être mis en place. Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie. Donc là, sur la méthodologie de procédure d'évaluation, Laurent aussi on dira un mot. Mais là déjà, ce qui est important, c'est d'identifier les acteurs qui sont concernés dans cette procédure d'évaluation. Donc ce qui est les entreprises contrôlées directement ou indirectement, là, pas de difficulté, ça va renvoyer à la notion de contrôle en droit des sociétés, même si ça va nécessiter quand même de faire un état des lieux, mais souvent, on est sur des entreprises quand même qui ont des comptes consolidés et qui réalisent un rapport annuel, donc qui ont bien l'ensemble de ces sociétés. Ensuite, il va falloir identifier les sous-traitants. Là, d'après les travaux parlementaires, de la même manière, on va se référer à la définition de sous-traitance qui est issue d'une loi de 75 qui est relative à la sous-traitance.
Et ensuite se pose la question des fournisseurs avec lesquels on a une relation commerciale établie. Et donc là, on va renvoyer à une notion en matière de pratiques restrictives de concurrence sur tout contentieux qui est lié à la rupture brutale des relations commerciales établies. Et donc là, les critères qui ont été établis par la jurisprudence renvoient à une notion de stabilité, pérennité et régularité. Donc on le voit bien, même si le plan de vigilance en réalité ne concerne que 150 entreprises, d'autres entreprises qui vont se retrouver en relation commerciale avec des sociétés qui sont assujetties à un plan de vigilance vont être nécessairement impactées aussi par l'ensemble des mesures qui vont être mises en place. Et dans le cadre de cette procédure d'évaluation, on va, comme celle qui existe dans le cadre du programme anticorruption, l'anticiper dans la phase précontractuelle, au moment de la contractualisation et puis au cours de la relation commerciale pour en assurer le suivi. La troisième mesure, c'est des actions adaptées d'atténuation des risques. Donc là, ça diffère par rapport à un programme anticorruption ou dans le cadre du programme anticorruption, en tout cas en façade, on avait des obligations d'identifier les risques, mais pas d'identifier les actions adaptées, même si en réalité, dans le cadre de la cartographie, on était bien entendu tenu d'identifier les actions et notamment les actions pour atténuer ces risques. Ensuite, on retrouve un mécanisme d'alerte professionnelle, donc là qui devient assez classique dans notre régime réglementaire avec le lanceur d'alerte dans le cadre de la loi Sapin 2 et l'alerte professionnelle qui figure dans le programme anticorruption. Donc là, avec un point d'attention, avec un autre sujet de compliance qui est les données personnelles. Et là-dessus, sur ce sujet aussi de l'alerte professionnelle, l'Agence française anticorruption a annoncé publier prochainement un guide sur ce sujet et on pourra aussi s'y rapporter puisque le mécanisme est identique. La cinquième mesure, c'est un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité. Donc là, de manière classique, à nouveau, on retrouve ce dispositif de contrôle de deuxième ou de troisième niveau pour s'assurer de l'effectivité des mesures qui ont été mises en place. L'obligation aussi qui est un petit peu nouvelle et en tout cas qui est nouvelle par rapport à un programme anticorruption, c'est l'obligation en fait de publier ce plan de vigilance et qui peut être mis à disposition, par exemple, sur le site internet de la société. On constate d'ailleurs que un certain nombre de sociétés, notamment parmi les sociétés du CAC 40, ont effectivement publié ce plan de vigilance. Alors, un certain nombre d'ONG, 6 ONG ont publié une étude le 21 février dernier et ont critiqué ces premières publications de plans, soit parce qu'elles estiment que nombreuses entreprises n'ont pas publié leur plan, soit elles s'interrogent sur le niveau de détail de ces plans et l'effectivité de ces plans. Et c'est pour ça que sont annoncés un certain nombre de poursuites en 2019 à l'initiative de ces associations. Mathieu, juste une première question. Là, quand on regarde un peu les items à surveiller, on est assez proche de Sapin 2. Qu'est-ce qui diffère par rapport à Sapin 2, les actions adaptées d'atténuation qui vont obliger donc les entreprises assujetties à la loi Potier d'identifier ces actions-là, de mettre en place ces actions-là? Oui, exactement. En fait, le plan de vigilance va contenir les actions qui sont mises en œuvre. Donc, c'est vrai qu'on va avoir une communication qui va être plus importante sur la méthodologie qui est à mettre en œuvre.
et notamment la nécessité de publier des informations sur les risques qui ont été constatés au sein des sociétés, alors que la loi Sapin 2 n'imposait pas cela, et au contraire, même si l'Agence française anticorruption parfois indique qu'il faudrait que la cartographie des risques soit publique, en soi, la cartographie des risques anticorruption n'a pas à être publique. Donc là, on a davantage de transparence dans le cadre de cette mesure, qui va aussi finalement dans la philosophie d'une démarche RSE qui était plus classique, avec de manière générale les entreprises qui communiquaient assez largement sur ces sujets et sur les mesures qu'elles avaient mises en place. Pour autant, elles n'indiquaient pas les risques auxquels elles pouvaient faire face. Si on rentre dans le détail en fait de la cartographie des risques qui va donc irradier un petit peu le reste, donc là on a une cartographie des risques qui est vraiment identique à celle de Sapin 2, puisqu'en fait, on est sur une méthodologie de cartographie très classique, et c'est pour ça que là, on a repris dans cette slide la méthodologie qui est proposée par l'AFA, mais l'idée, c'est que chaque entreprise reprenne aussi les méthodologies assez classiques qu'elle peut utiliser pour des cartographies des risques, en dehors d'ailleurs de l'anticorruption ou du devoir de vigilance. Donc, on a toujours cette nécessité d'identifier les acteurs qui vont participer à cette cartographie. Donc, il y a des interlocuteurs qui vont être communs entre la cartographie anticorruption et la cartographie devoir de vigilance, avec un poids important, compte tenu des sujets notamment liés au droit du travail et à la sécurité. Donc, les DRH vont avoir un rôle important. Les directions achats dans le cadre de l'évaluation toujours des tiers, et puis d'autres acteurs sur des directions sécurité, sur les personnes qui sont en charge des questions de l'environnement, évidemment, qui vont avoir un rôle important à jouer. De la même manière, donc il va y avoir une obligation d'identifier, d'évaluer, de hiérarchiser et de gérer ces risques au regard des différentes atteintes qui sont identifiées par le devoir de vigilance. Même si ça c'est moins présent, ce n'est pas présent par rapport à la loi Sapin 2, mais c'est l'obligation d'informer l'instance dirigeante, c'est le rôle aussi de l'instance dirigeante, parce que c'est un chantier important, et puis c'est un élément qui va se retrouver dans le rapport annuel, donc nécessairement c'est quelque parfaite sur clarifier les rôles, les risques qui sont inhérents de hiérarchisation et la formalisation ensuite de cette cartographie. Ensuite, la question, c'est, on aborde des sujets qui sont à la fois très larges et qui sont difficilement aussi palpables, puisque quand on parle du respect des droits de l'homme, de la sécurité, de l'environnement, on a des grands principes, mais ce n'est pas forcément facile d'identifier les sujets auxquels on doit faire face. Donc, il y a tout un travail d'identification, donc une identification des entités qu'on évoquait tout à l'heure, avec en plus un sujet qui est
pour les fournisseurs, c'est que ça va être les fournisseurs aussi des sociétés contrôlées, donc des filiales. Donc, on va avoir une multitude de tiers à contrôler. Et Laurent, je pense que vous y reviendrez justement pour la méthodologie pour évaluer ces tiers. Ensuite, donc, une des grandes questions, c'est l'identification des référentiels pour l'analyse des risques. En fonction aussi des pays, en fait, les règles et le niveau de protection des droits de l'homme, du travail, de la sécurité et de l'environnement vont pas être les mêmes. C'est pour ça que dans la méthodologie, l'idée c'est de reprendre les conventions internationales que je citais tout à l'heure, hein, de l'OCDE, de l'ONU, de l'OIT, qui ont posé des bases minimum en fait qui devraient être communes à chacun des pays. Et certains groupes, notamment un groupe cosmétique français, lui, a défini un corps de règles en fait, justement sur la base de ces règles internationales, mais en définissant aussi des règles supérieures par rapport aussi à un niveau. Ça peut être aussi un niveau d'image qu'il attend et de ce qu'il veut refléter et dont il veut faire bénéficier l'ensemble de ses salariés ou des fournisseurs et sous-traitants avec lesquels il travaille. Donc en fait, on va retrouver à la fin, mais quoi qu'il arrive, il y a ce travail de listing à réaliser pour connaître son référentiel, un certain nombre de sujets, donc le travail des enfants, le droit de grève, la non-discrimination au sein de la société, pour parler des éléments relatifs au droit du travail, des règles de sécurité des bâtiments également, pour rebondir à la catastrophe qui s'est déroulée au Bangladesh, et puis un corps de règles aussi au regard de tout ce qui touche l'environnement en matière de déchets, en matière de transport. Et en fonction de ce référentiel de règles, c'est cette grille qui va nous permettre ensuite d'évaluer les risques. Cette évaluation ensuite, elle va se faire par rapport à différents facteurs de risque qui vont être intrinsèques à l'activité. On sait qu'il y a des activités qui vont être plus porteuses de risques que d'autres. On sait et que les pays d'intervention vont aussi avoir un impact important. Et vu la multitude de sujets, c'est vrai que la notion de pays est encore plus importante que pour Sapin 2. Donc là, on a sur d'ailleurs les pays d'intervention un certain nombre d'outils qui existent puisque il y a aussi des publications régulières à la lumière de ce qui peut exister en matière de corruption sur la liste des pays du plus au moins corrompus. On a aussi des études qui sont régulièrement réalisées sur les pays les plus respectueux des droits de l'homme, les pays les plus respectueux du droit du travail et les pays les plus respectueux de l'environnement. Et donc, ça va nous permettre aussi d'avoir une grille de risque pays pour avoir et pour porter une attention plus importante par rapport à eux. Ensuite, on va avoir un travail de hiérarchisation des risques. Et donc là, l'idée, c'est de voir par rapport à tout ce qui est au caractère irrémédiable du risque. Et si on constate ce caractère irrémédiable, c'est dans ce cas-là qu'on va avoir un risque élevé. Et puis ensuite, il sera de lister les actions qu'on met en place pour éliminer ces risques. Et là, on retrouve très classiquement les autres mesures d'ailleurs qui ne sont pas citées dans Sapin 2, avec des codes de conduite, des formations et puis des audits, des évaluations préalables des tiers et ensuite au cas par cas la mise en œuvre de mesures correctives. Alors, si on prend un exemple, parce que c'est vrai qu'il y a un caractère assez abstrait en fait de ces sujets-là. Donc, si on évoque par exemple le risque du travail des enfants.
Dans la méthodologie, on va déjà identifier l'ensemble des sociétés donc, qui sont assujetties au plan de vigilance, et on va pouvoir se dire que en France, le risque du travail des enfants est faible puisqu'on a un niveau de réglementation élevé sur le sujet. Dans les pays d'Europe, on va également pouvoir se dire que le risque est faible, et en revanche, dans certains pays, on va se dire qu'il y a un risque plus important. Traditionnellement, on sait que dans certains pays d'Asie, le risque est plus important. Ensuite, va se poser aussi les questions de définition d'enfants entre des définitions par des conventions internationales et puis un niveau plus élevé que l'entreprise voudrait mettre. Ensuite, on va se poser la question du risque du travail des enfants en fonction des activités des entreprises. Par exemple, si on a essentiellement une activité de service, on se dit que le risque de travail des enfants est faible, voire inexistant. En revanche, si on est sur une activité de production, là, on va être sur un risque plus élevé. Et ensuite, au sein même de l'activité de production, on va distinguer le rôle de chacun des intervenants. Certains vont avoir qu'un rôle d'intermédiaire, et donc à nouveau, là, on aura un risque du travail des enfants qui est faible. Et puis, donc, en croisant les données en fonction aussi de la typologie de l'entreprise, et donc c'est là où les informations sur les entreprises laitières seront très importantes. On saura que le risque est plus ou moins élevé. Et puis, à nouveau, cette dominante pays, et en particulier pour ce sujet-là. Mathieu, il y a plusieurs questions. Tout d'abord, on nous pose la question, lorsqu'il y a une évaluation du tiers, on parle surtout du fournisseur, est-ce qu'on parle bien du fournisseur direct et de l'ensemble des sous-traitants de ce même fournisseur? Est-ce qu'on est vraiment sur l'ensemble de, je parlais de l'arbre capitalistique amont par les fournisseurs? Le texte, il vise que les fournisseurs avec lesquels on a une relation commerciale établie. Après, donc, le principe aussi, c'est que si on a une relation commerciale établie avec ce fournisseur, c'est qu'on a une bonne connaissance de ce fournisseur. Donc, on n'a pas une imposition de voir toute la chaîne derrière, mais parce que de toute façon, ça serait un travail aussi qui est titanesque, mais ça veut dire qu'on ne peut pas non plus se dissimuler complètement derrière ce fournisseur, mais de la même manière que pour Sapin 2, et ça imposera aussi, d'un point de vue contractuel et dans le cadre des audits qui pourront être réalisés sur ces fournisseurs, de voir comment ils travaillent et si on identifie un risque, si tout est sous-traité, par exemple. Donc ça rejoint la question de Monsieur Lacamard. Je ne vous ai pas oublié, Monsieur Lacamard, j'ai eu votre question. C'est vrai que le risque pays peut être différent en fonction du fournisseur et donc de fait d'avoir une moyenne de donc ça, voilà, vous avez répondu par rapport à cette exigence. Donc c'est bien le fournisseur direct avec qui il y a une relation commerciale qui est établie, qui doit être analysé, exposé donc dans le cadre de la loi Potier. Non, oui, mais c'est vrai qu'il y aura un focus effectivement sur quand on a des implantations, quand on a des fournisseurs ou des sous-traitants dans certains pays, parce que on sait que les risques sont plus élevés et il y a souvent un recoupement des risques environnementaux, sociaux et sur les droits humains dans les mêmes pays. Ce qui est intéressant là, pour terminer sur ce sujet-là, c'est quand on ressort les différents plans de vigilance qui ont été transmis, qui ont été publiés, on ressort un certain nombre de risques et c'est vrai que les entreprises parfois vont assez loin et on arrive à trouver différentes typologies de risques. Dans les risques sur les droits de l'homme, par exemple, c'est pas complètement hypothétique et certains ont constaté que dans le cadre du transport maritime, il y avait eu des découvertes d'esclavage moderne parce que les conditions de travail étaient déplorables. Donc,
certains, dès lors qu'ils travaillaient soit dans le transport maritime, soit avec des prestataires dans le transport maritime, avaient une attention particulière sur ce sujet-là. Beaucoup de sujets autour de la santé, de la sécurité des personnes, liés par exemple au transport de produits dangereux, sur l'hygiène, la sécurité des éléments, sur toutes les entreprises aussi qui travaillent dans l'énergie, et donc sur tout ce qui est exploitation et les infrastructures sur l'exploitation de l'énergie. Sur l'environnement, on retrouve une des prérogatives, des craintes sur l'atteinte du fait du transport, les déchets, la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, pour un acteur, par exemple, qui travaillait dans le textile, un des risques qui avait été identifié, c'était le rejet d'eau polluée par les teintureries et les tanneries. Et puis beaucoup axent aussi du fait de la catastrophe de Bangladesh à la sécurité dans les sites de production. Le point aussi important, c'est de savoir quelles sont les sanctions, parce que c'est aussi un élément déterminant sur la mise en conformité. On le voit sur d'autres sujets. Donc, l'idée du Parlement initialement était de prévoir une amende civile qui pouvait aller jusqu'à 10 millions d'euros. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc, ne reste plus que la possibilité pour le tribunal de prononcer une injonction s'il est saisi par une personne qui a un intérêt à agir et qui a mis en demeure une société de se mettre en conformité, et que cette mise en demeure est restée sans réponse. Par personne ayant un intérêt à agir, ça va viser notamment les associations et les syndicats qui peuvent être intéressés, et certains ont déjà communiqué en tout cas sur le sujet. Et puis la possibilité de manière individuelle de demander une réparation du préjudice. Donc, je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'ONG ont communiqué en février 2019, estimant que là, ça y est, toutes les entreprises étaient dans leur obligation de publier leur plan de vigilance et le compte-rendu de leur plan de vigilance. Et Amnesty International, notamment, envisage dans ses déclarations de mener des actions contre certaines sociétés. Les sujets qui sont aussi beaucoup ressortis étaient liés à la déforestation, liée à la culture du soja, notamment pour un certain nombre de sociétés qui travaillaient dans l'alimentaire, et puis différents sujets autour des risques climat, notamment contre un certain nombre de sociétés industrielles. Donc vraisemblablement, en 2019, cela devrait être un sujet, si ce n'est judiciaire, en tout cas médiatique, dans une bataille entre les associations et les différentes entreprises, et notamment sur des périodes aussi électorales, pour resensibiliser les personnes et les entreprises à des sujets, et notamment les sujets environnementaux qui ont l'air d'être les plus soulevés. Oui, on le voit dans les différents programmes. Merci Mathieu. Donc, il y a des choses évidemment intéressantes. On a vu l'angle, est-ce qu'on prend le sous-traitant, le fournisseur direct et puis le sous-traitant. Donc, en tout cas, c'est le fournisseur avec qui vous avez une relation commerciale. Donc ça, vous savez les identifier dans vos SRM, ERP, etc. On a vu l'angle, l'indicateur pays, qui est peut-être beaucoup plus prégnant que sur Sapin 2, puisque en fonction du pays, eh bien, on va l'appeler comme ça, le score du devoir de vigilance peut vraiment varier de rouge de vert à rouge. Donc, l'indicateur pays est important, l'indicateur activité. Et puis, ce qu'on voit en tout cas dans les projets devoirs de vigilance qui nous sont exposés chez Altares, c'est certains d'entre vous d'ailleurs qui sont connectés, de mettre à disposition de leurs fournisseurs une sorte de plateforme où ils peuvent déposer des documents qui vont entrer ensuite dans le score de compliance, on va toujours l'appeler comme ça, le score de compliance sur le devoir de vigilance. Il nous reste
un petit peu de temps, je vais juste vous partager quelques écrans, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc, vous avez vos tiers, vous mettez tout ça dans cette plateforme-là, vous avez vos indicateurs pays, là on le voit ici, là, et indicateurs activité. Donc déjà, vous savez à peu près comment vous allez vous situer. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est paramétrage, voilà, je viens, paramétrage des différents items que vous devez contrôler sur le RSE. Alors, on a fait dans une de nos solutions un pré-filtre qui vous permet eh bien, de pouvoir aller chercher les informations, qu'elles soient donc sanctions, qu'elles soient en presse. Alors, personne exposée politiquement, c'est plutôt l'angle sapin 2, donc là, il ne faudra pas forcément le mettre en avant. Quoique, il peut y avoir quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc voilà, des choses pré-paramétrées qui vous permettent d'avoir le score de compliance lié au devoir de vigilance. Donc on a agrémenté nos solutions pour pouvoir répondre à cette solution avec, on en parlait tout à l'heure, de l'ensemble de l'arbre capitalistique de vos fournisseurs, même si on l'a vu que dans un premier temps, c'est votre fournisseur avec qui vous avez une relation commerciale que vous devez analyser. Alors, il y a quelques questions. Donc, Monsieur Lakama, oui, hein, le support de présentation vous sera transmis, ainsi que normalement l'enregistrement. Et on a une autre question. Alors, attends, je l'ai dit, si nos contrats fournisseurs n'ont pas tous une clause intégrant un devoir de vigilance, risquons-nous une sanction en cas de contrôle si nos contrats fournisseurs n'ont pas une clause? Alors, là, bon, de toute façon, on n'est pas. C'est vrai, on n'a pas réincité là-dessus, mais une des grandes différences avec la lutte anticorruption, c'est qu'il n'y a pas d'agence et il n'y a pas d'autorité de contrôle. Donc là, les sanctions, entre guillemets, elles vont venir plutôt à l'initiative de personnes tierces et notamment des associations diverses et variées. Après, la contractualisation de ces obligations, ça n'est qu'une des mesures en fait éventuellement à mettre en œuvre. Il n'y a aucune obligation, mais effectivement, ce sera une bonne pratique que de mettre une clause dans ces contrats. Bon, vous connaissez ces chiffres, hein, je ne vais pas forcément les citer à chaque fois sur Altares. Une chose, hein, 30 000 sources de données. Donc, on embrasse vraiment l'ensemble des données. Et dans les données que nous collectons aujourd'hui, nous savons que pas mal peuvent répondre à calculer le score de compliance dans le cadre du devoir de vigilance et de la loi Potier. Juste une chose, quelques références. Vous parliez, Mathieu, du rapport d'EY, je l'ai mis ici en exergue. Il y a une autre étude qui a été faite par le cabinet BL et EDH. Donc, regardez si vraiment vous voulez approfondir. Il y a pas mal de littérature. Il y a des événements également physiques, je crois, sur le mois de juin, qui traitent du devoir de vigilance. Donc, là, ce qu'on voulait, c'est aussi contribuer à la pédagogie sur ce sujet. Merci, Mathieu. Merci à vous tous. Alors, il n'y a pas d'autres. Attendez, il y a peut-être une autre question. Je viens de la voir qui vient d'arriver. Ah, une question de M. Lakama. On va essayer d'y répondre quand même. Alors, quel est l'impact de ces mesures sur les parties prenantes qui ont un seuil de salariés inférieur à ceux présentés en webinar? D'accord. Un contrôle peut être imposé par les grandes sociétés. OK, là, je vois la question. Le cas échéant, les grandes sociétés n'ont-elles pas intérêt à refuser un contrat si les parties prenantes ne respectent pas les obligations en la matière? Il y a 3 questions. D'abord, la dernière, hein, les entreprises ont-elles intérêt à refuser un contrat si les parties prenantes ne respectent pas les obligations en la matière? J'ose dire que la réponse est un peu comme Sapin 2, quoi. C'est pas parce qu'un score est rouge qu'on ne doit pas travailler avec lui, mais vous devez être alerté, informé là sur vos petits, hein, des conditions de vos fournisseurs. Oui, en fait, ça s'inscrit de manière générale sur une démarche compliance plus globale et sur les entreprises qui aujourd'hui
contractualise uniquement aussi avec des sociétés qui sont vertueuses. Laurent, vous l'évoquiez tout à l'heure, même en tant que cabinet de conseil, de plus en plus, dans le cadre des appels d'offres, il y a un volet compliance qui est important et des demandes qui sont de plus en plus importantes. Donc tout ça va participer en réalité aussi à une évaluation des risques, c'est-à-dire sur la base de critères de compliance beaucoup plus faibles que dans mon plan de vigilance, j'ai un risque. Donc, il n'y a aucune imposition par rapport à ça, mais on risque de retrouver, si on n'a pas fait ce travail en amont, ses fournisseurs dans l'analyse des risques, et donc on aura des mesures correctives, le cas échéant, à mettre en place. Sur les clauses d'audit, de la même manière que pour anticorruption, on aura aussi intérêt, le cas échéant, à prévoir des clauses d'audit pour vérifier la conformité par rapport au respect des droits de l'homme, droits sociaux et environnement, sachant que même avant la loi sur le devoir de vigilance, un certain nombre d'industriels avaient déjà ce type de clause et faisaient réaliser par des tiers ce type d'audit. Je l'ai vu pour un certain nombre de clients, notamment sur le respect des règles de droit du travail pour s'assurer du respect de l'absence de travail d'enfants, sur le respect des horaires et des conditions de travail de manière générale. Donc, ce qu'on voit, c'est certains entreprises avec leurs fournisseurs qui leur envoient des questionnaires, par exemple, ou des documents que ces fournisseurs doivent télécharger sur une plateforme. Et après, il y a une analyse de ces réponses et de ces documents qui peuvent venir impacter dans les solutions, par exemple, que nous fournissons, qui peuvent venir impacter le score de compliance. Donc, le score de compliance, vous le savez, c'est activité pays, indicateur pays, indicateur activité, PEP sanction, presse négative pour la partie screening. Mais vous pouvez parfaitement, alors là je réponds à vous, Monsieur Lacama, dans votre question, mais opérer un contrôle peut-être à distance via des formulaires en ligne, choses comme ça, qui, en fonction des réponses qui vont être transmises par vos fournisseurs, donc, vont venir impacter ce score de conformité. Je parle bien toujours de devoir de vigilance. Là, je ne suis pas sur la partie Sapin 2. Et donc, il y avait une dernière question de M. Lacama, c'est impact de ces mesures sur les parties prenantes qui ont un seuil inférieur en termes de salariés. Ben non, normalement, les entreprises qui sont en dessous ne doivent pas le mettre, mais… Non, alors, elles n'ont pas… C'est quand même des grands principes aussi absolus, donc il n'y aura pas d'obligation, il n'y aura pas de risque de sanction au titre de la loi Potier, mais il peut y avoir des risques d'un point de vue répressif. Et puis, dès lors qu'on travaillera aussi avec des grandes entreprises, ces entreprises qui dépassent les seuils, ces entreprises imposeront un certain nombre de mesures. Donc, par effet ricochet, on aura cet impact-là. Très bien, il y a d'autres questions qui sont arrivées, on va essayer d'y répondre. Est-ce que Altares propose une solution d'évaluation d'entrepreneurs? Oui, on a Monsieur Koladowski, on a cela, nos équipes commerciales sont dispo. Là, ce qu'on voulait, c'est vraiment avec le cabinet de Gaulle Florence, parcourir l'angle loi, réglementaire, sanctions, bien sûr, mais aussi cartographie, vous voyez, qui est un petit peu différent de Sapin 2. Mais oui, on a ce genre de solution. S'il n'y a pas de questions, merci à tous. Vous recevrez donc la présentation. Elle est également enregistrée. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Mathieu. C'était toujours un plaisir. À la prochaine. Bonne journée à tous.